dans cette première partie, on va vraiment, là, on va faire de la science. Mais j'ai essayé de le vulgariser à un niveau acceptable, mais pas trop. Hein. Des fois, il faut comprendre, hein, parce qu'effectivement, rien que le terme énergie est utilisé à tort et à travers, et plutôt à travers et plutôt à tort. Mais en tout cas, c'est un terme qui est utilisé aujourd'hui, surtout par la communauté New Age, et aussi ben, la communauté thérapeutique, des thérapies du bien-être. Donc, effectivement, et souvent, hein, souvent, on s'en rend pas compte, mais entre le New Age et les thérapies énergétiques, on va les appeler comme ça, il n'y a qu'un pas, d'accord, où souvent on utilise des mots pour un autre, d'accord. Donc ça, c'est vraiment important. Vous avez une multitude de médecins quantiques qui naissent, hein, alors, soit vous avez des gens qui connaissent bien le quantique mais qui connaissent pas la médecine, ou soit vous avez des médecins qui ne connaissent pas le quantique. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ce sont des termes. On parle même d'hypnose quantique. Alors là, ça n'a aucun sens. En fait, en tout cas voilà, il y avait vraiment la volonté pour moi euh, de remettre ce terme à sa juste valeur et de faire bien comprendre aux gens qui l'utilisent. Ce terme, je suis énergéticien. Bon, bah, tu travailles pour EDF, c'est comment? Non, tu travailles pas. Ah, non, tu fais des soins. Ah bon, EDF, ils font des soins maintenant. Hein. Donc voilà, c'est important. Il faut vraiment remettre ce terme pour ce qu'il est et pour que les gens arrêtent déjà, un, de l'utiliser, ou même si vous l'utilisez à des fins on va dire, réductrice, parce que souvent on va utiliser un mot parce qu'il nous permet de vulgariser ou de réduire la pensée ou l'idée qu'on veut y amener. Le souci, le souci, c'est que voilà, souvent vous demandez à un énergéticien qu'est-ce que l'énergie. C'est comme un numérologue. Un numérologue, euh, quel système de numérotation on utilise? Et le numérologue, bah, il sait pas. Ah merde, un système de numérotation, je sais pas moi, c'est Orange Télécom, c'est comment, hein? Donc il faut vraiment bien quand vous vous lancez dans quelque chose, et ça c'est valable pour la numérologie, c'est valable bah, pour l'énergétique, c'est valable pour toutes ces choses-là. Allez à la source de votre art ou de votre, j'aime bien dire de votre art, mais aller à la source de ce que vous allez entreprendre. C'est Mais important. Je suis énergéticien. Mais qu'est-ce que, déjà, à la base, qu'est-ce que l'énergie? Alors, euh, l'énergie, on va vous dire, alors l'énergie, hein, c'est ton aura qui est autour de ton corps. Alors, en fait, c'est une espèce de diffusion de chaleur. On peut sentir l'énergie de ton corps. Bon, au bout d'un moment, il va falloir m'expliquer la différence entre un magnétiseur et un énergéticien aujourd'hui. Techniquement, voilà. Alors, parce que quand tu dis magnétiseur, ça fait un peu rebouteux, tu comprends? Alors là, on va dire énergéticien. Ok, mais bon, c'est quoi? C'est un J direct? C'est comment? Énergéticien. L'énergie, on parle de quelle énergie d'ailleurs quand on dit je suis énergéticien? C'est pour ça que je voulais séparer les deux conférences. Une conférence qui va donc expliquer le terme de l'énergie, d'accord? On va même aller à l'étymologie du mot pour bien le comprendre. Donc, le terme énergie, d'accord? Et ensuite, on va aller dans une deuxième conférence, un peu plus se balader. Donc, moi, ce que je veux vous montrer les lois énergétiques, d'accord? Aujourd'hui, on va apprendre les lois énergétiques, donc les lois de l'univers. Là, je suis pas en train de vous parler des lois de Monsieur New Age sur Internet. Là, je vous parle des lois universelles euh, rattachées à l'énergie. D'accord? Et ensuite, on va être en droit de se demander, une fois qu'on aura appris ces lois, c'est-à-dire ses limites, ses tenants et ses aboutissants, on va aller regarder est-ce que dans le baragouinage New Age thérapeutique ou même perché qu'on peut voir sur Internet, est-ce qu'il y a une cohérence entre les lois énergétiques et ce que les gens racontent? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire coïncider les lois énergétiques physiques avec le vocabulaire et comme je dis, le baragouinage, la confusion universelle sur ce terme quand elles viennent
quand ce terme vient coïncider avec les thérapies, les médecines douces et ce genre de choses. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va apprendre les lois de l'énergie. Qu'est-ce qui régit l'énergie? D'accord? Et qu'est-ce que l'énergie régit? Parce qu'on verra qu'il y a plus de choses que l'énergie régit que de choses qui régissent l'énergie. Hein. Mais en tout cas, on va voir que effectivement, une fois qu'on aura appris le fonctionnement, l'origine de l'énergie, on verra que 99% du baragouinage général sur Internet est non seulement incohérent, voire même dangereux, et il faut faire extrêmement attention. Donc, ce firmament autour du Soleil est plus chaud que la surface du Soleil elle-même. Ils n'arrivent pas à s'expliquer. Hein, bon, ça on verra. Donc, température de surface, gravité à la surface, masse et luminosité. Donc, les 4 caractéristiques sont température de surface, gravité à la surface, masse et luminosité. Ces caractéristiques ne sont pas indépendantes les unes des autres et ne sont pas directement mesurables. Cependant, elles permettent d'associer un type spectral à chaque étoile. D'accord? Donc, quand on parle de couleur, on parle aussi de spectre. Les étoiles se présentent dans une variété de couleurs déterminées par leur température de surface. Les étoiles chaudes sont bleues, tandis que les étoiles froides sont plus rouges. D'accord? Dans un ordre croissant de température, une étoile sera rouge, orange, jaune, blanche, bleue et violette. Cet ordre peut sembler étrange car les humains associent souvent le rouge au chaud et le bleu au froid, mais la physique montre l'inverse. Plus le corps est chaud, plus les photons qui s'en échappent ont d'énergie et plus la longueur d'onde est faible. D'accord? Donc ça, c'est important. Plus la longueur d'onde est forte, d'accord, et plus donc le corps va être rouge, et inversement, plus la longueur d'onde est faible et plus il va être chaud, puisqu'il y a beaucoup d'énergie qui s'en échappe. A Alors en priori, fait, oui, oui, vas-y. je rebondis par rapport à Vas-y, ce que tu dis. rebondis. Hein. Oui, oui, oui. Non, c'est en fait pour l'histoire du rouge enfin du rouge qui signifie le chaud et le bleu, le froid, parce que le bleu en peinture est une couleur froide. Donc c'est pour ça qu'on a associé le bleu au froid et le rouge au Bon, chaud. on l'associe aussi à la glace. À la glace, oui, bien sûr. Hein. Mais la glace brûle. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, mes amis, Ah, et la voilà. glace brûle. Et Après, donc, oui, vas-y. oui, et c'est donc, enfin bon, ça confirme effectivement donc ce que tu viens de dire tout à l'heure, mais c'est de cette façon-là d'ailleurs qu'on repère aujourd'hui les planètes qui seraient donc habitées en regardant leur spectrométrie, c'est-à-dire que La spectrométrie, oui. voilà. Donc, a priori, les étoiles peuvent être classées selon leur température de surface en utilisant la loi de Wien. Mais ceci pose quelques difficultés. Les caractéristiques du spectre électromagnétique permettent de classer les étoiles différemment en utilisant indirectement des informations qui concernent leur température ou leur gravité. En effet, les raies d'absorption présentes dans le spectre électromagnétique des étoiles ne peuvent être observées que dans certaines gammes de température, car ce n'est que dans cette gamme que les niveaux d'énergie nucléaire relatifs à ces raies sont peuplés. De même, la largeur des raies d'absorption dépend de la gravité à la surface de l'étoile et donc de sa luminosité. Donc la gravité aussi d'une étoile va conditionner sa luminosité. OK? Donc là, en fait, vous avez la classification des différents types d'étoiles. Donc vous avez de O jusqu'à M. Donc nous, notre soleil jaune, ici vous avez la lettre G, donc la troisième en partant du bas, est entre 5000 et 6000 Kelvin. D'accord? Alors le Kelvin, c'est l'unité de mesure de la luminosité et de la chaleur. D'accord? Ça correspond 5000 Kelvin à peu près, je pense à 1800 degrés à peu près. Hein. On doit être dans ces eaux-là ou 5900 degrés. Ok, c'est quasiment les degrés Celsius et les Kelvin, c'est quasiment la même chose. Donc, et ensuite, vous avez les raies d'absorption, c'est-à-dire ce que la spectrométrie nous permet de mesurer en termes d'éléments. D'accord? Donc, par exemple, on va toutes les faire. Donc, on va partir du bas. Donc, une étoile rouge. Hein, une étoile rouge, donc couleur conventionnelle, qui est en dessous de 3500 Kelvin, va avoir une raie d'absorption composée de métaux et de monoxyde de titane. D'accord?
la même chose pour une étoile de type K qui est entre 3500 et 5000 Kelvin. Donc là, on a un soleil orange, pareil, métaux, monoxyde et titane. Quand on rentre dans un soleil jaune comme le nôtre, d'accord, il y a quelque chose que vous devez quand même déterminer très rapidement. C'est que donc on va avoir du calcium, de l'hélium, de l'hydrogène et des métaux. Pourquoi c'est important qu'il y ait de l'hydrogène d'après vous? Parce que c'est ce qui va faire de la réaction. Oui, ça sert à la réaction, mais si on va sur un truc un peu à des pâquerettes, qu'on regarde le mot hydrogène. Hydro. Eh oui, c'est le gène de l'eau, c'est celui qui C'est va le gène amener de l'eau l'eau. sur une planète. C'est-à-dire qu'une jaune blanche, par exemple, qui est faite de métaux, de fer, de titane, de calcium, de strontium et de magnésium, est-ce qu'elle va amener la vie, cette planète? Et non. Non. D'accord. Une blanche, d'accord, qui est entre 7500 et 10 000 Kelvin, elle amène de l'hydrogène. Est-ce qu'elle va amener la vie? Bah oui. Oui. Entre 10 000 Kelvin et 25 000 Kelvin, on est sur une bleu-blanche, donc on a de l'hélium et de l'hydrogène. Oui. Et sur une bleue, donc sur une toile bleue comme Sirius, 25 000 Kelvin, là on a azote, carbone, hélium et oxygène, c'est-à-dire carrément tout pour créer la vie. Tout est là. Voilà, il y a tout. Il y a tout, oui. C'est quasiment, il y a de l'air dessus. c'est quasiment parce que l'air est composé d'azote, Oui, c'est ça. d'oxygène et de gaz rares comme le krypton, l'argon et Oui, le ainsi de fréon, suite. tous ces Voilà. trucs-là, oui. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, et du carbone, carbone qui est l'élément périodique principal De la vie. de l'univers. Donc un soleil bleu, qu'est-ce qu'il contient par rapport à un soleil jaune, par exemple? Qu'est-ce qu'il contient? Il, Ben, il contient les éléments de la vie, alors que le soleil il contient les éléments de la vie directement. directement, oui. Sur un plan de vue, sur les éléments périodiques, directement. C'est pour ça que les soleils bleus sont souvent à l'origine des espèces du temps et de l'espace. D'accord, on le verra plus tard. Et que nous, notre soleil, en fait, n'est qu'un soleil relais d'une étoile bleue. C'est-à-dire que notre soleil, vu qu'il est composé de calcium, d'hélium, d'hydrogène et de métaux, il est un relais parfait. Parce que si vous regardez hélium et métaux et calcium, vous avez quasiment des éléments d'un transistor. Ok, on l'avait vu dans les ateliers sur l'Arche d'Alliance, comment fabriquer un transistor. D'accord? Donc on est sur un soleil de communication, c'est un soleil relais, qui est comme Dieu aussi, mais qui est un soleil relais, alors que le soleil d'origine reste un soleil bleu, puisque lui, il a tous les éléments nécessaires à la vie, le carbone, l'azote et l'oxygène. D'accord? Alors, on y va. Donc voilà, les soleils bleus dépassent donc les 25 000 Kelvin. Leur puissance est colossale. On les appelle les comme-dieux. La plus proche de nous est Sirius. Hein, que vous connaissez, Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel, avec une magnitude visuelle de moins 1,46. Elle fait partie de la constellation du Grand Chien, ou Canis Major. D'accord. C'est également une étoile très proche de nous, seulement 8,6 années-lumière. D'accord. Alors, je vous ai mis en bas des petites photos à côté, justement. Bon, ça, on en parlera peut-être, même sûrement dans les prochains ateliers. Mais justement, c'est Aldébaran, hein, on a justement cette constellation donc d'Orion, donc avec son baudrier. Hein, on voit ces trois petites étoiles qui correspondent au baudrier d'Orion, et à un angle qui continue, en fait, vous avez donc Sirius, donc le Canis Major. D'accord? Sirius A, qui est un soleil bleu et qui est donc le chien Canis Major. Dans la carte du tarot, justement, du mât, vous avez dessiné sur ce personnage, donc vous avez dessiné une représentation de cette constellation. Et si vous regardez bien dans le même angle là, que vous voyez Sirius sur le dessin à côté, vous avez un chien, un grand chien bleu, Canis Major, qui représente Sirius. D'accord? Très, très, très important. On verra dans la symbolique. Vous voyez comment on peut faire un rapprochement entre le tarot, par exemple, le tarot marseillais, et là, vous avez à côté, donc, vous avez de l'astronomie qui est encodée. Ok, très important, parce que Sirius est très important. C'est un peu le papa de notre Soleil. C'est notre grand-père. D'accord? Et plus le soleil est chaud, plus il est bleu.
Plus il est chaud d'après toi, plus il est lumineux. Plus il est lumineux, plus il a d'informations. C'est ça. C'est ça que vous devez capter dans le mécanisme. Ok. C'est-à-dire que ce soleil bleu a beaucoup plus d'informations que le soleil jaune. En fait, il y a un soleil central, on va dire ça comme ça. Oui. Puis ensuite, donc, des soleils relais, dont le nôtre, pour arriver, et l'information, en fait, est diffractée chaque fois. Voilà, et plus le soleil est lumineux, plus il contient des informations. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et rappelons donc... T'as qu'à bailler, toi? Hein? Mais elle est mais attends, mais l'autre, elle baille derrière. Mais elle est sérieuse, elle? Et tu le dis si je t'endors? Ah, je te jure, les gonzesses. Alors, on y va. Alors, Nous en Autriche puis à Prague, Nikola Tesla devient ingénieur en 1881. Il travaille à cette occasion sur le premier système téléphonique de Hongrie et invente ce que certains considèrent comme l'ancêtre du haut-parleur. En 1882, il est de passage à Paris. Il y est recruté pour intégrer la Edison General Electric Company, fondée par Thomas Edison. C'est à ce moment que Nikola Tesla met au point le premier moteur à induction à courant alternatif. Donc déjà, ce qui est extraordinaire, c'est que effectivement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de découvertes qu'on a attribuées à des gens et dont Nikola Tesla avait déposé les brevets bien avant. En fait, Nikola Tesla, c'était vraiment le naïf. C'était salut Graham Bell, ça va? Tiens, je vais te montrer un truc. J'ai appelé ça le téléphone. Ok, alors regarde comment ça marche, tac, tac, tac. Et avec ça, tu peux parler à ta cousine qui est à l'autre bout du village. Ah ouais, c'est bien ton truc. Hop, Graham Bell, il rentre au Canada, poum, 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 il dépose les trucs, il fabrique le téléphone. Graham Bell, inventeur du téléphone. Tesla, ce n'est que ça. Toute sa vie. Ouais, on peut le mettre un peu con. Vas-y, je vais te montrer un truc. Merguez. Voilà. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut bien comprendre que effectivement, il a inventé le haut-parleur. Mais qui aujourd'hui va te dire que c'est Tesla qui a inventé le haut-parleur? Personne. Pourquoi? Parce que comme c'était un perché, et ça c'est vraiment dans la pensée scientifique, aujourd'hui on l'utilisera encore pour la table ronde, ce qu'on appelle aujourd'hui la zététique ou l'intelligentsia scientifique, fait beaucoup de syllogisme ou de parallélisme avec l'individu. C'est-à-dire que Tesla, le fait qu'il soit un peu perché, du coup, il ne faut pas l'écouter parce qu'il est un peu perché. Voilà, on ne dissocie pas le message du messager, on ne dissocie pas l'information de celui qui la donne, et si celui qui la donne a une réputation de gars un peu coucou, du coup, on ne va pas lui donner le crédit de ce qu'il a trouvé. D'accord ? On va le donner à quelqu'un qui a l'air un peu plus sérieux. Tu disais que tu avais entendu parler de Tesla uniquement par rapport à Elon Musk. C'est pas vrai, tu regardes la série Big Bang Theory. Sur tes visuels aussi, il est souvent Ouais, mais il est surtout tout le temps dans mes visuels. Voilà. Mais aussi dans la série que tu adores, les Big Bang Theory. Moi, ils en parlent à un moment donné. À un moment donné, justement, Sheldon, il pique une idée à Howard. Et ils font le parallèle avec et Tesla. Ils disent, ouais, toi t'es un Edison et nous on est des Tesla. Et ouais. pour Sheldon, c'était être un Edison. On verra pourquoi, parce que Thomas Edison a une personnalité imbuvable. Mais pour lui, c'était la pire insulte. Lui, il voudrait être un Tesla. Ok ? Donc voilà. En fait, Tesla, c'est merveilleux parce que c'est le gars qui a trouvé, allez, on va dire un bon 90% de la technologie qu'on a aujourd'hui et personne ne le sait. C'est malheureux,
C'est comme ça. Hein. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui on utilise qui ne sont pas estampillées Tesla et pourtant, c'est lui qui avait découvert. Par exemple, le moteur à induction à courant alternatif, hein, qui est utilisé aujourd'hui dans les voitures Tesla. Mais les voitures Tesla, c'est fantastique. Là, je ne sais pas si je vous l'ai mis dans cet atelier, mais Elon Musk a trouvé, grâce aux travaux de Tesla, hein, il a créé une batterie capable de tenir 16 millions de kilomètres. Autant te dire que tu achètes ta voiture et tu ne dépenses plus jamais rien pour la recharger. Là, aujourd'hui, ils ont des recharges, je pense, c'est 600 km maximum. Entre 600, là, j'ai vu qu'ils ont sorti 900 km. Là, ils viennent de déposer les brevets d'une batterie 16 millions de kilomètres. Waouh. C'est-à-dire que ta voiture, elle te sert à toi, elle va servir à ton fils et à ton petit-fils. Et encore, on ne sera pas... Et c'est des moteurs qui ont très, très peu besoin d'entretien. Waouh. Et ça ne pollue pas. En plus. Ouais. Bon. Il faut voir si c'est accessible. Mais pour l'instant, non. C'est une technologie coûteuse, non ? Mais pourquoi c'est une technologie coûteuse ? C'est un problème d'offre et de demande. Aujourd'hui, on est dans le moteur à explosion qui fonctionne à essence. Qui pollue, c'est une horreur. Les moteurs cassent, il y a des pannes. Je veux dire, aujourd'hui, tu mets des Tesla, mais tu as 99% des mécanos du monde qui disparaissent. Maintenant, ça va être des ingénieurs en électronique, en électricité et en informatique qui vont s'occuper de ta voiture. Donc déjà, on est... Après, il y a toujours de la mécanique quand même à l'intérieur, mais plus la mécanique qu'on a l'habitude de connaître. Donc déjà, tu as tout le lobby mécanicien qui disparaît. Ensuite, tu as tout le pétrole, hein, ce qui fait tourner un petit peu le monde aujourd'hui et les grands oligarques. Tout ça, ça disparaît. Le monde n'est pas prêt. Mais je pense que là, on est prêt. Là, je pense que là, on va basculer. Et si demain, tout le monde achète des Tesla, la voiture qui aujourd'hui, je pense, est aux alentours de 95 000 euros quand même, hein, une voiture Tesla, la haut de gamme, elle est presque à 100 000 euros. Elle va descendre très vite à 25 000, 40 000. Et ces voitures ne font pas de bruit. Et en plus, je ne conduirai plus. C'est magnifique. Ah ouais. C'est des jouets. Hein. Il n'y a pas d'embrayage. C'est tout au volant. C'est un jeu vidéo. Comme Elon Musk. Allez, on continue parce que ce soir, on a du taf. Boum. Alors. Donc Tesla versus Edison. Le courant alternatif a vraiment révolutionné la structure du réseau électrique. Ah, tiens, il y a une photo qui a disparu. Oh, c'est pas grave, chérie. Eh non. Ah, j'adore faire ça. C'est nul. Oh, il est con le mec. Allez, je reprends. Allez. Donc le courant alternatif a vraiment révolutionné la structure du réseau électrique naissant, nous assure Anne Bavette. Pour comprendre comment il fonctionne, il faut d'abord comprendre le principe du courant continu. Il se caractérise par une amplitude constante au cours du temps. Il va d'un point A à un point B. Le courant alternatif, lui, va d'un point A à un point B, puis revient. Le courant alternatif circule entre nous et le réseau électrique, détaille-t-elle. Deux cheminements expliqués sur le schéma suivant. Le courant direct, en rouge, et alternatif, en vert, sont représentés en fonction du temps. Nos réseaux électriques actuels fonctionnent en courant alternatif. Eh oui. Donc c'est le gros avantage du courant alternatif. Il fonctionne comment ? Il fonctionne comme l'univers en feed-forward. L'énergie part et elle revient. Ok ? Alors que le courant direct, l'énergie s'en va, elle s'en va, et tu payes la facture. Mange tes dents. Ok ? Et l'argent s'en va. Hein ? Donc, on y va. Ouais, Tesla a créé la CDC. AC/DC. Ah, le jeune Tesla, avec sa coupe de... Donc Nikola Tesla et ses idées n'attirent guère l'attention des Européens et il accepte la proposition de Thomas Edison de venir travailler aux États-Unis en 1884. À 28 ans, il constate que le réseau électrique de New York, nouvellement installé par Edison, a des faiblesses. Or, il est conçu en courant continu. Comme nous l'explique Anne Blavette, le courant continu, à la base de telles installations, était à cette époque produit seulement à basse tension.
Voilà pourquoi les pertes étaient importantes sur les lignes électriques. Ce type de courant nécessitait d'installer de nombreuses petites centrales à proximité des lieux à fournir en électricité. Ce sont exactement les problèmes que Tesla annonce alors résoudre avec le courant alternatif qui repose sur la présence de transformateurs. Il modifie la valeur de la tension et du courant électrique, nous éclaire Anne Blavet. Quand on augmente la tension, le courant diminue. À l'époque, cela signifie moins de pertes sur une même ligne et la possibilité de transmettre de l'énergie sur de grandes distances. Nikola Tesla prône la construction de grandes centrales éloignées des sites de production, mais son rêve humaniste d'apporter gratuitement l'électricité à tous les foyers grâce au courant alternatif se heurte au pragmatisme de Thomas Edison. Eh oui, parce que, en fait, Nikola Tesla, son rêve ultime, c'était de fournir l'énergie à tout le monde. Ok ? Et de l'autre côté, on a Thomas Edison qui dit non, on va la fournir aux plus riches et je vais m'enrichir. Et les gens vont me payer. D'accord ? Pour ceux qui sont au Québec, c'est Hydro-Québec. Pour ceux qui sont ici, c'est EDF, GDF. Pour ceux que voilà, il faut comprendre que effectivement, c'est devenu un business. Alors que ça pourrait être quelque chose de totalement gratuit. Les éclairs qui tombent du ciel sont gratuits, les gens. Hein ? Donc là, on est en termes d'énergie. Okay ? Moi, honnêtement, aujourd'hui, je serais que pour tout ce qui est énergétique soit gratuit. L'eau, l'électricité. Sincèrement, parce que aujourd'hui, la vraie, les choses qui ont de la vraie valeur, bah, finalement, c'est les brevets, c'est les connaissances, c'est le savoir. D'accord ? Donc aujourd'hui, quelle est l'économie qui est la plus viable ? C'est l'économie du savoir. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est une économie qui est gagnant-gagnante. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une économie où les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Okay ? Alors que l'économie du savoir, celui qui donne son savoir ou qui vend son savoir, il n'est pas moins riche de savoir après. Hein, ça, c'est... Idriss Aberkan vous expliquera mieux ça que moi. Mais en tout cas, l'économie du savoir, c'est quelque chose... Voilà, donc l'électricité, l'eau, tout ce qui est nécessaire à la vie devrait être gratuit. Ok ? Le savoir, c'est quelque chose qui enrichit tout le monde. Tout le monde est gagnant. D'accord ? Donc celui qui formule le savoir gagne, mais celui qui acquiert le savoir gagne aussi. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, voilà, c'est comme ça que ça